des personnes qui ne sont pas en train de parler, si c'est possible de fermer votre micro pour assurer que la qualité du son soit vraiment bonne et qu'on puisse voir la fenêtre de la personne qui parle. Donc, bienvenue à ce deuxième midi littéraire d'une série de 4 midis littéraires qui sont donc sur la thématique des utopies au féminin et qui s'insèrent en fait dans le cadre de notre manifestation littéraire Refonder les utopies. Et ce sont des midis qui ont été faits en collaboration avec le Parlement des écrivaines francophones. Et j'aimerais commencer par présenter notre animatrice Lise, qui elle-même va se faire le grand plaisir de présenter Marie-Josée, notre invitée du jour. Donc, Lise Gauvin est essayiste, romancière et professeure québécoise. Elle a publié une trentaine d'ouvrages, parmi lesquels La fabrique de la langue de François Rabelais à Régent du Charme et L'engagement, et aussi L'écrivain et la langue au Québec. Elle a reçu le prix du Québec Georges-Émile Lapalme en 2018 et en 2020, l'Académie française lui a remis la grande médaille de la francophonie. Elle est membre de l'Académie des lettres du Québec et du Parlement des écrivaines francophones. Et ses derniers titres sont un roman, Et toi, comment vas-tu? Un essai sur les littératures francophones, des littératures de l'intranquillité, et Créer et écouter, portraits d'artistes et d'écrivains, écrivaines, ainsi que elle a aussi co-dirigé avec Faouzia Zouari La francophonie au féminin, un espace à inventer. Et sur ce, je vous laisse avec Lise. Merci beaucoup. Je suis contente d'animer cette deuxième rencontre qui se situe dans le prolongement de notre événement, de notre rencontre de Montréal qui a eu lieu en avril 2024 et dont les textes ont été publiés dans ce livre-là, La francophonie au féminin, un espace à inventer, chez Mémoire d'Encrier. Donc, j'ai co-dirigé cette publication avec Fauzia Zouari, qui est la présidente du Parlement des écrivaines francophones. Et alors, aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marie-Josée Ali, qui est écrivaine, musicienne et compositrice, musicienne et compositrice non, de musique, voilà. Et elle a fait partie du célèbre groupe Malavoie. Et elle était aussi journaliste et reporter. Elle a signé plusieurs documentaires sur les pays de la Caraïbe pour France Télévisions, où elle a été responsable de la diversité. Et parmi ces publications, mentionnons Le Convoi en 2026, Une semaine et un jour, pardon, en 2016, pardon, Une semaine et un jour en 2020 et Entretien avec Aimé Césaire en 2021, un poète et penseur dont elle a été très proche. Elle a été l'une des membres fondatrices du Parlement des écrivaines francophones. Et alors, nous avons au PEF une règle qui veut que le tu soit de rigueur. Donc, nous ferons cet entretien à la deuxième personne du singulier, ainsi que c'est la consigne et la coutume au Parlement des écrivaines francophones. Alors voilà, Marie-Josée, bonjour. Et tu dis du journalisme que c'est l'expression la plus achevée de la démocratie. Quelle serait ton expérience la plus étonnante, la plus singulière de tes années de journalisme? Est-ce que tu peux nous en parler, mis à part la rencontre avec Césaire, évidemment, dont nous reparlerons en fait tout de suite après. Mais d'abord, peux-tu nous raconter une expérience, une anecdote, la chose la plus singulière, la plus étrange que tu as pu vivre dans ton parcours de journalisme? Alors bonjour et bonsoir à tout le monde, parce qu'avec le décalage horaire, je dis bonjour pour les gens qui sont de ce côté, du côté web. Et puis bonsoir, puisqu'il est déjà 18 heures à Paris, où je viens d'atterrir en fait, puisque je viens de la Martinique. Alors, ta question, elle est compliquée pour moi parce qu'il y a tellement eu d'expériences extraordinaires que j'ai pu vivre à ce métier. Mais disons que quand tu me la poses là comme ça, ce qui me revient, c'est la rencontre avec un Amérindien en pleine jungle
le Suriname, enfin du Guyana, ce sont le peuple d'origine, en fait. Hein. Ils sont complètement différents. Et qui m'a dit, et c'est lui qui m'a posé une question, parce que je leur disais que finalement, pourquoi ils avaient été comme ça, à ce point dépassés par leur propre histoire et dépassés par le rouleau compresseur d'une musique qui les a mis un petit peu en périphérie de tout. Il m'a répondu, mais Marie, nous n'avons pas les créés par cette humanité. Je n'ai pas envie de les avoir parce qu'il n'y a pas de logique à ça. Et il m'a posé une question. Il m'a dit, Marie-Jo, si aujourd'hui, je te demande de délimiter comme ça avec une face l'air que tu respires, l'air auquel tu as droit, que tu respires, est-ce que ça a du sens pour toi? Non, je ne vois pas comment on peut faire ça. Et il me dit, bah, écoute, pour la Terre, c'est pareil. On ne peut pas délimiter. La Terre est aussi nécessaire que l'air qu'on respire. Nous ne pouvons pas délimiter la Terre dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas mettre des frontières, nous ne pouvons pas mettre des barrières, nous ne pouvons pas. Et je me suis rendu compte que ce peuple-là, c'est pour ça que c'est important, ce peuple-là avait une parole qui n'a pas été assez entendue. Je ne dis pas que tout est entendable. Je veux dire qu'en occultant les peuples, on occulte leur parole, on occulte le verbe et ce qui nous amène à l'humanité et on se coupe d'une partie de nos humanités. C'est un peu ce qu'on a fait avec les femmes, qui fait qu'aujourd'hui encore, je trouve que le monde boite parce que la parole des femmes n'a pas assez d'autorité les projets et les devenirs du monde. Donc voilà, c'est un peu ce moment-là, ce moment où j'ai rencontré cet homme en pleine forêt amazonienne, avec habillé de simple et avec une parole tellement profonde et tellement sage que ça méritait au moins qu'on se penche dessus et qu'on ait une réflexion qui nous sorte de nos tyrannies ordinaires. Oui. D'ailleurs, c'est probablement grâce à ça que tu as eu l'idée du convoi de ce très beau roman. Mais nous allons y revenir. Mais restons encore au journalisme. Et puis, tu as publié un livre sur Césaire en 2021. Et tu dis que de tout, est-ce que je ne sais pas si on le voit là, voilà, on voit le titre à l'envers en fait. De toutes les femmes et les hommes que j'ai interviewés, Césaire est sans doute celui que j'ai poursuivi avec le plus d'opiniâtreté, de curiosité et d'appétit. Il fait partie de ces êtres d'exception dont chaque mot enrichit d'un supplément d'espace et vous met à l'arrêt du galop de votre vie. Et ta première rencontre avec Césaire est assez particulière puisque au lieu d'une carte de presse, tu lui présentes un petit cahier qui contient des textes que tu écris depuis que tu es toute petite. Et il en lit quelques-uns et t'accorde l'entrevue. Alors, si je te demandais de faire le portrait de Césaire en 2 ou 3 phrases, que dirais-tu de lui? En 2 ou 3 phrases, c'est compliqué. Ce que je dirais, ce qui est important, pourquoi j'étais obligée de sortir cette carte de visite qui était mon cahier personnel, c'est parce que Césaire fuyait à la télé. Donc c'est un homme timide, c'est un homme secret, c'est un homme qui a été blessé par les médias de son propre pays, c'est un tout petit pays, la Martinique. Et il était quasiment interdit d'antenne pendant des années. Quand je suis arrivée à la télé, jeune journaliste, je ne comprenais même pas que nous soyons voisins en proximité et si proches de Césaire, qui était donc le maire de Fort-de-France, mais qui était aussi le grand poète français. Je ne comprenais même pas que cet homme-là ne soit pas présent dans nos médias et surtout dans le service public, qui ne voulait pas en entendre parler parce que ses options politiques n'étaient pas celles de l'État à l'époque. La démocratie a fait beaucoup de mal à s'exprimer à travers la télévision. C'est pour ça que moi, je voulais être journaliste pour pouvoir, parce que pour moi, c'était l'expression la plus forte de la démocratie, parce que je vivais dans un espace où vraiment les autorités s'affirmaient à travers des médias qui sont des médias qui touchent tout le monde et tout le monde en même temps, que tu n'es pas obligé d'aller chercher, tu n'es pas obligé d'acheter un journal, tu as la télé, tu as la radio, et ces médias-là occupaient l'espace avec leur propre discours politique, le discours politique du moment, et je trouvais que la démocratie, c'était justement le journalisme qui permettait aux gens d'observer un objet. Voilà, nous posons l'objet, nous les journalistes, avec un éclairage à 360 degrés, que chacun puisse se faire son idée, que chacun puisse faire ses choix et décider de ses options. Donc pour moi, c'était ça la question totale de la démocratie. Et pour en revenir à Césaire, je dirais que c'est un homme secret, c'est un homme très humble,
C'est un amoureux d'un petit bout de rocher en plein milieu de l'Atlantique, au creux de l'Amérique, et qui se revendique d'être français. C'est d'abord un poète. Et le politique et le poète se sont toujours rejoints. Moi, ce que j'aime chez Silver, c'est que tu as l'homme, le politique, le poète, l'écrivain, et tout ça, c'est vraiment la même personne, et tout s'entrelace. Césaire a inventé pour nous, question des colonies jusqu'à 1848, a inventé l'idée de la départementalisation. Alors, imagine un département français à 8000 km de Paris. Je dis toujours, c'est une idée de poète, ça. Ça peut pas, c'est une utopie extravagante. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose qui vient de nulle part. Ça venait de lui et de quelques comparses de l'époque qui étaient aussi les politiques et qui avaient accepté l'idée de créer un département. Pourquoi? Simplement parce que l'idée, c'était de faire en sorte de promouvoir l'égalité. L'égalité entre les anciens colonisés, dont on n'a pas très bien compris pourquoi on les a appelés les colonisés, puisque tout le monde est arrivé en même temps, hein, en Martinique, comme dans une partie de l'Amérique. Tout le monde est arrivé en même temps sur des bateaux négriers. Il y avait les colons qui étaient sur le pont et les esclaves qui étaient dans la soute. Et on est arrivé en même temps. Donc, cette colonisation d'un peuple par un autre, et au moment de l'abolition de l'esclavage, il n'y avait pas de raison fondamentale pour que qui est colonisé, où est l'habitant premier? L'habitant premier avait été décimé. Nous étions assis sur un génocide. Et donc, on a fait tellement de questions sans réponse. Et Césaire, et c'est là que sa parole a du sens, a décortiqué tout ce qui a fait nos douleurs immenses. Il les a décortiquées dans sa poésie, il les a décortiquées dans sa littérature, il les a décortiquées dans son théâtre. Et en cela, il sert au monde un outil de réflexion qui est encore valable aujourd'hui. Son discours sur le colonialisme est encore mon livre de chevet parce qu'il est encore valable. Il a été écrit il y a plus de 50 ans et il est encore complètement d'actualité. Et donc, c'est un homme qui avait une vision du monde qui était extrême. Alors, tu me donnes trois phrases, je suis en train de te faire pour moi. Et il avait donc une vision du monde. C'était un homme totalement intègre, alors qu'il avait tous les stigmates de potentiel dictateur. Il a quand même été maire de Fort-de-France pendant 60 ans. Donc, ça veut dire qu'il avait un magistère qu'il n'a jamais quitté. C'est avec ça qu'on fait de la graine de dictature. C'était impossible chez lui. C'est-à-dire qu'il avait le peuple l'aimait pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler là, mais l'aimait de façon tellement profonde qu'il n'était même pas question, 1 minute et demie, d'imaginer quelqu'un d'autre à la tête de Fort-de-France et hors des circuits nationaux, français, étatiques de l'époque, mais complètement en rébellion par rapport à tout ce que fait, malgré la départementalisation imposée l'État français. Et il a survécu parce que c'était un rebelle, profondément un rebelle, et un rebelle qui était extrêmement proche du peuple. Voilà. Et avec cette plume incandescente, alors cet homme qui était très doux, très, très, très fuyant les caméras, fuyant les micros, qui au départ ne voulait pas de lui. C'est pour ça que j'étais obligée de presque l'agresser pour obtenir quelque chose, parce qu'il se méfiait terriblement de ce qu'on pouvait faire de sa parole, puisqu'on on lui avait refusé l'autorisation de s'exprimer pendant tant d'années. Et il était tout ça, et en même temps, dans sa poésie, était pleine d'une grande violence, en fait. Hein. Quand on lit Cahiers de retour, il y a des moments qui sont debout dans la cage, debout dans... Il avait une parole de tribun dans sa poésie. C'est une poésie, je dirais, oratoire, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être à la fois, elle a besoin d'être déclamée. Quand on la lit dans le silence de soi-même, on sent gonfler en soi des choses qui demandent à s'exprimer. Et c'est vrai qu'il a appuyé pour moi sur le bouton start et il m'a libéré de beaucoup de choses sur lesquelles je ne mettais pas encore de mots. Donc voilà, c'est ça ma vision du César.
Et je m'excuse juste de dire, Lise, que je t'ai mis en mode silencieux parce qu'il y avait de l'écho à un moment donné, mais je n'arrive pas à réouvrir ton micro, donc je te laisse le faire. Et puis juste si je peux vous demander de mettre sous silencieux quand vous parlez pas pour optimiser le son. Mon micro est ouvert maintenant. Ça va? On m'entend? OK. C'est parce que nous sommes peut-être un peu davantage nombreux, je sais trop. En fait, donc je vais fermer mon micro chaque fois que je ne parlerai pas. D'accord, je vais faire ça. Alors, ben, merci pour ce bel hommage à Césaire. Césaire est aussi connu pour son cahier, mais aussi pour la notion de négritude et dont il dit que ce n'est pas vraiment un concept, mais il s'agit d'abord d'un combat politique. Est-ce que cette notion telle que Césaire l'a mise de l'avant est toujours pertinente aujourd'hui? Beaucoup plus, encore davantage, de plus en plus pertinente. Je veux dire que la négritude, ça a été souvent très mal compris qu'on a compris la négritude comme un objectif. Il y avait tellement de chemin à parcourir pour voir qu'à l'époque où Césaire s'est levé à parler de négritude, le monde noir était couché. C'était l'apartheid en Afrique du Sud, c'était la ségrégation aux États-Unis, c'était la colonisation en Afrique. Quel pays noir était debout, sinon à peine Haïti, qui n'arrivait pas à s'extirper de la dette dont on l'a câblé pendant des décennies et des décennies. Donc, quand il s'est levé pour dire la négritude, le nègre est beau, il est intelligent, sa parole au monde est indispensable parce que nous faisons partie de l'humanité, nous les nègres, c'est vrai que c'est apparu comme presque un objectif, comme si c'était le bout du chemin. Alors que lui, pour lui, c'était pas du tout ça. Et c'est encore valable aujourd'hui pour tous les cas de figure, pour tous les UD qui ne se font pas entendre. C'est juste un point de départ d'une réflexion. C'est un positionnement par rapport au monde et puis après on construit. Et qu'est-ce qu'on construit avec ça? Et la question est encore valable. Qu'est-ce qu'on construit? Pas seulement autour de la négritude, mais autour de la féminitude, autour de la plénitude de la Terre, autour de la planète, autour de tout ça. Qu'est-ce qu'on construit? Et l'idée, c'est de faire en sorte que cette négritude soit comment dire, un outil en mouvement qui ne soit pas une fin en soi. Il n'y a pas de fin en soi dans la négritude. Il y a un point de départ, un élan, un tremplin qui est donné et qui permet d'accéder à d'autres étapes du vivant. C'est ça, en fait, la négritude. Et c'est en cela que la négritude est encore complètement d'actualité. Elle ne le serait pas si c'était un objectif. On ne peut pas avoir pour objectif de s'enfermer. Ce n'est pas un enfermement. C'est une ouverture au monde. C'est crier debout. Je ne t'entends pas. Du coup, tu as fermé ton micro, mais il faut l'ouvrir. D'accord. Oui, belle définition de la négritude. Tu as par contre organisé récemment une rencontre autour des femmes qui ont fréquenté Césaire, autour des femmes qui ont peut-être pas eu tout à fait on peut dire, l'accueil qu'elles auraient dû avoir. Est-ce que tu peux nous parler de ces femmes dont on a parlé lors de ta rencontre récente, qu'on a un peu permis de ne pas oublier, de mettre, qui a permis de les faire connaître? Est-ce que c'est Suzanne Césaire et tout ça, qu'aurais-tu à dire de ces femmes autour de Césaire qui sont restées dans l'ombre de Voilà. Césaire? Alors, l'ombre portée de Césaire a occulté beaucoup de combats autour de lui et des combats au féminin. Et ça, je ne pense pas que ce soit de son fait à lui. Ce n'était pas un anti-féministe, pas du tout. J'aurais pas supporté. Je ne pense pas que j'aurais eu cette affection pour lui. Il s'est retrouvé, comme toujours, et un peu pris au piège par sa propre dimension. Parce que, comme il ne l'a pas voulu comme cela, il était un petit peu coincé par sa propre dimension. Cela dit, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes autour de lui, notamment sa femme, Suzanne Césaire, qui a été un moteur de la négritude.
dans son discours était encore plus fort. Elle écrivait beaucoup dans des journaux. Elle a participé à des écrits. Elle avait une vision qui était beaucoup plus radicale que celle de Césaire. Et je pense qu'elle lui a même reproché de trop composer avec la réalité, de trop composer avec le monde, de trop composer avec plein de choses. Et Suzanne Césaire a été occultée, la dimension de Césaire a empêché son existence, tout simplement parce que dans la vie au quotidien, ben, il y a un moment où ils se sont plus entendus, il y a un moment où ils se sont séparés, et cette séparation a transformé les adorateurs de Césaire en adorateurs sourds et aveugles d'autre chose que Césaire. Donc il y a deux sortes de femmes autour de Césaire. Il y a Suzanne, dont j'ai très envie d'arriver à finaliser le documentaire que je vais faire autour d'elle, parce que sa parole était forte, était puissante, et on ne l'a pas suffisamment entendue. Et alors, il y a cette mouvance, et puis il y a la mouvance des sœurs Nardal, dont on a vu émerger la silhouette dans la scène pendant les Jeux Olympiques. Et c'était autre chose. Les sœurs Nardal qui appartenaient à un univers un peu, disons, beaucoup plus bourgeois en Martinique, mais qui faisait salon à Paris et qui recevait des Noirs américains, des Noirs africains, des Noirs qui faisaient bouger l'Afrique, et dont le mot d'ordre était plutôt, non pas de dire nous les nègres, on a une parole particulière qui est la nôtre à donner au monde, mais plutôt de dire nous les nègres, on peut être totalement aussi bien que les blancs, c'est-à-dire on aime la musique classique, on aime l'opéra, on aime la littérature, c'était plutôt une démonstration d'égalité, une démonstration d'une prise de parole par rapport. Cette prise de parole n'était pas tout à fait la même. Bon, je n'ai pas je porte pas de jugement là-dessus, mais c'est quand même des choses un petit peu différentes. Il ne faut pas comparer Suzanne Césaire et puis et Paulette et Jeanne Nardal. Mais ce sont des femmes, et je me souviens le bureau politique du Parti progressiste martiniquais, le parti qui avait créé Césaire justement pour essayer de fédérer les forces vitales politiques martiniques, faisait beaucoup d'hommes. Des femmes collaient des affiches, organisaient des trucs, enfin, un peu comme ça se passait beaucoup à l'époque, en fait, c'était il y a 50 ans. Et premier reportage, quand j'avais fait un reportage sur la constitution d'un bureau politique, je ne sais plus quelle année, je lui avais dit, mais où sont les femmes? Et il m'avait dit, mais venez, moi, j'accueille tout le monde. Mais en même temps, ce n'était pas du tout dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'il y a une parole qui est quand même une parole masculine qui est très dominante aux Antilles, qui est dominante depuis très très longtemps aux Antilles, et la parole féminine est en train d'émerger, et elle n'est pas, alors qu'elle a toujours été présente, mais elle a toujours été présente backstage, en arrière-plan. Et là, à un plan d'égalité pour pouvoir avancer pas à pas et que l'humanité ne boite pas, eh ben, on n'y est pas encore. Et à l'époque, c'était comme ça. Et les combats qui se menaient au féminin n'étaient pas suffisamment écoutés, entendus, ne perçaient pas, disons, une perception presque traditionnelle qui date du mythe d'Adam et Ève, qui date du mythe de la Vierge de Marie-Madeleine, qui date de tous ces mythes-là, et qui sont des mythes sacrés, hein, qui sont fondateurs des cultures, qui sont issus des religions monothéistes. Et donc, il y avait quelque chose comme un mur transparent, en fait, une espèce de truc un peu comme ça qui chaque fois nous renvoie dans... Et c'est ce mur-là, c'est pas le plafond de verre qu'il faut qu'on dise, c'est ce mur invisible, cette cloison invisible et molle qui nous sépare d'une parole écoutée, entendue, écoutée, et qui permet l'action. C'est ce mur-là qu'il faut arriver à repousser, à effacer et à enlever d'une baguette magique. Il n'est pas à exploser parce que c'est trop violent. Mais cette parole, tu l'as prise à la fois comme écrivaine et comme musicienne. Et quels sont les rapports entre ta création comme compositrice, comme musicienne, auteure de chansons et l'écriture et la littérature? Tu dis chanter en créole et écrire en français. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe et pourquoi? Enfin, Alors quel lien y a-t-il entre les deux? Pourquoi, c'est une question que je pose.
à tout le monde. Et j'essaie de comprendre pourquoi j'écris des chansons, en fait, je compose musique et j'écris des chansons créoles et pourquoi j'écris des textes de littérature en français. C'est un. Il y a des tas d'explications faciles, en fait, qui sont relativement superficielles. Une explication profonde, je ne l'ai pas encore. Et je pense que quand je l'aurai peut-être à la fin de ma vie ou peut-être bien après ma mort, mais en tout cas, je ne l'ai pas tout de suite. C'est clair qu'une chanson, c'est quelque chose, c'est un petit bout de quelque chose. C'est un petit bout d'âme qu'on délivre comme ça et c'est pas très long. C'est un surgissement. Ce n'est pas, il n'y a pas, enfin pour moi en tout cas, hein, au niveau de l'écriture, il n'y a pas un travail comme celui qu'on peut avoir avec la littérature où des personnages vous poursuivent, ou surtout quand on fait du roman, les personnages vous poursuivent, vous habitent, occupent vos nuits, occupent vos déjeuners, où ils sont toujours en embuscade dans toutes les actions que vous faites dans la vie au quotidien. Vous marchez dans la rue, vous les voyez, vous imaginez ce qu'ils pourraient dire. Une chanson, c'est c'est un moment de solitude, en fait, un moment entre soi et soi, où on crie quelque chose. Et ce cri-là, il dure trois minutes, 4 minutes. Alors on écrit quasiment, moi j'écris quasiment d'un jet. J'ai quelque chose qui veut sortir et comme la musique, en fait, les syllabes se marient avec les notes, en fait, bon, c'est un truc complexe dont je ne saurais pas expliquer d'où il vient. Je pense que l'inspiration, c'est un miracle permanent. C'est un acte magique donc qui ne souffre pas qu'on l'explique. Enfin, toi qui es poète, Lise, enfin, qui a beaucoup travaillé avec poésie, tu sais bien que les mots viennent comme ça et qu'ils te délivrent de quelque chose et délivrent un message que tu as au plus profond de toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Le truc sort. Bah, la musique, c'est ça. Et la littérature, c'est autre chose. La littérature, pour moi, notamment le roman, enfin, je ne parle pas des choses comme l'entretien avec Aimé Césaire ou le dernier livre que j'ai fait. Mais en littérature, dans mon existence de journaliste, ma carrière, mais dans mon existence de journaliste, j'ai beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de gens, comme par exemple cet Amérindien dont je parlais tout à l'heure. J'ai rencontré beaucoup de gens et en fait, je me rends compte que c'est des gens que j'aurais aimé garder dans ma vie et que je n'ai pas pu garder dans ma vie puisqu'on ne se revoit pas. Je les ai rencontrés dans plein de pays, en Haïti, dans le Cameroun, dans la jungle amazonienne, dans le Sahara. Et je les garde avec moi et j'ai envie, et je leur donne une autre vie parce que le journalisme te permet d'approcher quelqu'un, de lui poser plein de questions presque intimes, alors que tu ne partages pas d'intimité amicale avec cette personne, puis tu t'en vas. Et donc, ces personnes-là sont restées à l'intérieur de moi et ils ont fait leur petite vie à l'intérieur de moi et chaque fois, je les réinjecte dans mes histoires. C'est avec eux et avec leur propre, ce dont ils m'ont imprégné que j'arrive à écrire des romans qui, pour moi, ne sont intéressants que s'ils concernent un peu le monde entier. Même quand tu parles de ton clocher, tu parles du monde et tu interpelles le monde entier. Donc, c'est un petit peu ça. Tu as disparu, hein? Lise, tu as disparu. Je vois que Lise a disparu, elle doit avoir un petit souci technique. Peut-être on peut proposer à nos participantes et participants s'ils ont des questions. Et en attendant, je vais essayer de lui téléphoner pour voir si... Qu'est-ce qui se passe? Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, c'est le bon moment. Oui, Nil, je vois Bonjour Nil. Marie-Josée. Oui, Lise, elle a disparu. merci beaucoup. Oui, c'est ce que j'ai compris, mais ça me donne l'occasion de te poser une question. J'aimerais t'entendre sur la manière dont tu définirais l'utopie féminine. Je vois cette notion et est-ce que tu peux la définir peut-être selon une perspective antillaise, puisque manifestement ton imaginaire est très ancré dans l'espace caribéen. Voilà, je te remercie. Alors, l'utopie antillaise, mon Dieu. Alors, je pense qu'il faut revenir à l'histoire pour comprendre. En
en fait, nous sommes assis sur une série, en fait, en tout cas en Martinique, sur une série de catastrophes, à la fois humanitaires et simplement naturelles. J'ai dit un génocide d'abord, c'est-à-dire tous les Indiens Caraïbes qui ont été décimés, la traite, donc l'arrivée, la domination d'un peuple sur un autre, l'enfermement dans les plantations, l'esclavage, la colonisation derrière, parce qu'une fois qu'on était sorti de la plantation, parce que c'était la fin de l'esclavage, l'abolition, ben, on était sous le régime colonial. Derrière tout ça, la disparition de la capitale de cette petite île, 902 avec l'éruption de la Pelée, 40 000 personnes, enfin, toute la ville de Saint-Pierre, c'est-à-dire tout ce qui était à la fois l'élite intellectuelle, commerciale, industrielle, tout a disparu d'un coup en quelques secondes. Et donc, je pense que notre utopie à nous se base sur l'idée que rien ne meurt jamais et qu'on a toujours, on est dans un mouvement de création permanent. Nous, on le sait pour l'avoir vécu, pour l'avoir dans nos veines. Et donc, cette utopie-là, qui est une utopie pour le monde entier, parce que il y a eu des catastrophes dans le monde entier, mais nous avons, dans un petit espace, avec une proximité de personnalités, de personnes permanentes, on se côtoie tout le temps, on se voit, on se fréquente tout le temps, nous sommes comme un laboratoire d'une utopie qui est basée sur, en fait, qui est basée sur une réalité comme toutes les utopies. C'est qu'il faut, on dépasse toujours les catastrophes, on dépasse toujours la douleur, on dépasse toujours, et je n'aime pas le terme de résilience, je n'aime pas ce terme, parce que dans ce terme, il y a quelque chose qui interpelle, qui interroge la fatalité. C'est pas du tout ça. C'est plus que ça. C'est la force du vivant. Nous avons cette force du vivant, et la force du vivant reste encore une utopie pour la plupart des humains sur la Terre. Je crois en cette force, et je ne sais pas quelles utopies cette force du vivant nous ouvre. Moi, elle nous ouvre des choses. Oups! Voilà, Lise est revenue. Désolée. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu l'image. Nous aussi, on t'a perdu complètement. Et donc, j'étais en train de répondre à la question que m'a posée Emeline qui me dit qu'est-ce que c'est l'utopie au féminin, qu'est-ce que c'est l'utopie dans cette partie du monde, dans la Caraïbe. Bon, j'ai tenté d'y répondre. L'utopie au féminin, je dirais que c'est en fait, l'utopie au féminin, c'est arriver à concrétiser le réel. Parce que le réel, c'est que nous sommes là, nous les femmes, et que nous ne sommes pas suffisamment là. Donc, le réel, c'est que nous sommes là, et l'utopie, c'est dingue, c'est de donner une consistance à ce réel. Donc, c'est ça l'utopie au féminin pour moi. Je ne vais même pas plus loin que ça. Et avoir la possibilité, et grâce à cet équilibre, nous appelons de nos voeux, enfin, pour nous les femmes, je dirais, donner une nouvelle dynamique au monde qui, ma foi, on ne peut pas dire que ça aille très bien. Enfin, on est tous d'accord là-dessus, on est dans un tournant bizarre, quand on ne comprend pas très bien ni les repères, tous les repères sont brouillés, on est dans quelque chose de tellement brouillon et complètement, je dirais, dingue. Allez, bon, ça court. On est dans une sorte de folie, mais pas une folie constructive, une folie destructrice en tout cas. Et l'utopie au féminin, c'est de transformer cette folie destructrice en une folie constructive. Parce qu'on est fait que de ça. On est fait de ce matériau-là. Le matériau de la création, de la construction, de la maternité. On sait qu'il faut 9 mois pour faire un gamin. Et ces 9 mois-là, ils sont incompressibles. Donc, on ne va pas aller plus vite on n'a pas besoin de la vitesse pour montrer qu'on sait plus loin. On n'a pas besoin de la rapidité, de l'urgence. On n'a pas besoin de tout ça. On a le sens du temps. On a le sens du temps. Et le sens du temps, ça veut dire le considérer, ce temps, aussi bien maintenant qu'après que nous ne soyons plus là. Et c'est ça qui fait la femme et qui fait la différence. Et donc, l'utopie au féminin, pour moi, c'est de donner consistance au réel.
Le réel, c'est que nous sommes là et pas assez là. Et je vois qu'on a quelqu'un qui a la main levée. Je m'excuse. Et peut-être, vu qu'on a commencé à prendre des questions, peut-être on pourrait prendre cette dernière question avant de, si ça vous convient, Lise et Marie-Josée, avant de continuer. Lise qui est ici. Ok, merci beaucoup. Je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, bon, ma caméra fait des siennes, sinon je l'aurais allumée. Mais merci beaucoup aux intervenants, c'est très, très enrichissant. Je pense que c'est en raison de la question que Madame Emeline Pierre a posée sur l'utopie que ça me fait réfléchir à ça. Il y a une citation de Chamoiseau que j'aime beaucoup, qui demande comment on fait pour écrire dominer. C'est-à-dire Écrire un comment on pays fait pour, dominé. ouais, comment Écrire on un fait pays pour dominé. écrire lorsque, je pense que ça dit comment on fait pour écrire lorsque du matin jusqu'au rêve, on s'abreuve à des imaginaires en fait qui sont pas les nôtres. Et c'est une citation que j'aime beaucoup et qui me travaille beaucoup et pour laquelle j'ai pas, qui me semble un peu comme que je suis pas capable de résoudre en fait cette tension-là. Et ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce que vous aviez des idées de comment on fait pour penser pour et pas juste contre. Parce que je trouve que dans la construction, genre pour moi, l'utopie, ça nécessite ça. Ça nécessite d'être capable de penser pour quelque chose. Et je réalise que je suis bien embêtée. J'ai comme une pensée qui assez naturellement va, je pense, contre le système, contre la domination, contre. Mais quand on me demande ben, c'est quoi les horizons possibles, ben, alors j'ai comme pas de réponse. J'ai comme mon imaginaire est trop. Ouais, c'est comme s'il était comme un. Je sais pas d'où. Il est bridé. Ouais, Il est ouais, bridé. pour être capable, ouais, Parce que de je faire pense que, émerger. voilà, parce que je pense que ce que Patrick, ce que Chamoiseau dit, c'est écrire un pays dominé. Mais oui, d'accord, mais forcément, on rentre en résistance parce que c'est dans la nature humaine. Mais entrer en résistance, c'est pas demeurer en résistance. La résistance, comme la colère, c'est pas un pays qu'on habite. C'est un tremplin pour aller vers quelque chose d'autre. Et c'est cette quelque chose d'autre-là dont je parlais tout à l'heure en disant que qu'est-ce qu'on peut proposer en fait? On propose ce qu'on est, ce que nous sommes, c'est une force de construction, je dirais, spontanée et totalement efficace parce qu'on est fait de ça, on est fait de ce matériau-là, on est fait de ce matériau de la création de la vie, mais le temps de la construire. On n'est pas, c'est pas du tout la même démarche chez l'homme et chez la femme. Et c'est cette complémentarité-là qui dit le monde. Ce n'est pas, il faut qu'on arrête d'avoir une complémentarité qui n'en est pas une, c'est-à-dire un truc dans lequel l'humanité boite parce qu'elle s'appuie trop fort sur un pied qui est celui du masculin. Et le masculin a sa parole à donner, le féminin a sa parole à donner, et c'est pas une parole enfermée dans la cuisine. Enfin, je caricature. C'est pas une parole enfermée dans la cuisine à torcher les enfants et tout. Ce n'est pas cette parole-là. Cette parole-là, c'est une parole beaucoup plus profonde. C'est une parole qui va dans la philosophie de l'être. C'est quoi la philosophie de notre être? Qu'est-ce que nous pouvons construire et apporter de différent parce que les hommes apportent? Eh ben, c'est l'idée de devenir. C'est l'urgence de devenir. Vous savez, j'ai coutume de dire que quand on est sur la plantation, les femmes n'ont pas habité la même blessure que les hommes. Les femmes esclaves n'ont pas habité la même blessure que les hommes esclaves, que nous avons ça dans notre ADN. L'homme, il n'avait rien. Le ventre de sa femme, rien ne n'était à lui. Ses enfants, tout pouvait être vendu, disparu, violé par le maître ou simplement pris comme un bien par le maître, etc. etc. L'homme, il avait que je veux dire, son engin de reproduction. C'était ça qui le déterminait. Je suis un grand mâle, même si c'était pour fabriquer d'autres esclaves, mais c'était ça. La femme, elle avait la construction de la vie, en fait, que ce soit à travers le viol ou simplement le consentement ou l'enfant du maître et tout. Mais à partir du moment où cet enfant était accepté dans son ventre, il fallait lui donner tout, les rêves, des rêves, des rêves. On ne peut pas faire d'enfant si on ne donne pas des rêves. On rêve de choses pour son enfant. Donc, on crée des utopies dès le premier moment où on commence à fabriquer la vie. Et donc, cette particularité que nous avons d'engranger
du possible pour demain, pour après-demain, pour plus tard, ça, c'est une démarche qui est typiquement féminine sur laquelle on peut se reposer, même celles qui ne font pas d'enfants, même celles qui n'ont pas d'enfants. C'est pas ça la question. La question n'est pas de savoir si on est une mère ou si on n'est pas une mère. La question est de savoir que nous sommes conçus avec des gènes. Moi, je lisais un bouquin récemment qui a été, j'oublie le titre, et c'est dommage parce que c'est vraiment très important. Un truc comme ça, en fait, c'est une femme qui est scientifique et qui faisait l'analyse très, très simple d'une chose, c'est que finalement, dans le domaine qui est le sien, c'est-à-dire la santé, la science, toutes les thérapies, les médicaments ont été construits H moins 10 kilos, c'est-à-dire homme moins 10 kilos, homme moins 20 kilos, homme moins 15 pour être adapté aux femmes. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à la limite, la science ne s'est pas vraiment penchée sur ce que c'est que le corps féminin pour le soigner. Parce que le corps féminin, ce n'est pas H moins quelque chose. Le corps féminin, c'est S, point. Et les graisses qu'on enlève de son ventre, qui sont là pour protéger des organes bien précis, qui sont ceux de la femme, et ben, si on les enlève là, elles réapparaissent ailleurs. Enfin bon, il y a plein de choses que cette femme, je suis en train de le dire, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il est vraiment passionnant ce bouquin. Et Oui. qui montre qu'il y a effectivement quelque chose au féminin sur lequel nous ne nous sommes pas suffisamment appuyés. Quand je dis nous, c'est l'humanité, ne s'est pas suffisamment appuyée pour envisager son devenir. Alors, j'ai répondu à votre question. Oui, Marie-Jo, je remercie les amis qui ont pris la relève parce que moi, dès que j'essaie de toucher à mon micro, c'est l'image qui part. Alors, un problème avec mon ordinateur, mais avec mon système Teams. Mais Marie-Jo, je voudrais que tu parles de tes œuvres. Alors, je pense que tu as réglé vraiment la question de l'utopie au féminin. Je pense que tu nous as fait rêver sur ce beau sujet. Donc, ça, le sujet est déjà traité. Mais ici, j'aimerais que tu nous parles de ton premier livre d'abord, qui est un dialogue avec ta fille, qui est peintre. Et vous faites un dialogue que tu appelles entre chienne et louve. Est-ce que tu peux nous parler de ce premier livre? Est-ce que c'est ce qui contient de la poésie? Tu as commencé avec la poésie avant de passer au roman. Alors, quelques mots pour présenter ce livre-là que j'ai trouvé en librairie, que j'ai commandé, et tu me dis que tu n'as plus d'exemplaires. Voilà. Alors, brièvement, présente-le. Alors, il se trouve que j'ai très proche de mes filles et que c'est de la musique ensemble. Et puis, mon aînée, elle peint. Et je me suis rendu compte que ces tableaux, au fur et à mesure du temps qui passait, ces tableaux racontaient la même chose que ce que j'avais raconté dans des petits poèmes que j'avais gardés par devers moi et que je n'ai jamais à aucun moment pensé publier. C'était juste l'expression d'émotion du moment, tout au long de ma vie, depuis l'âge de 18 ans. Et donc, on s'est dit, on va faire ça. On va publier parce qu'on va mettre côte à côte l'écrit que j'ai fait quand j'avais 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 30, 40 ans, etc. Et puis, ces tableaux. Et on va voir comment les deux expressions artistiques se répondent. Et ça a donné ce petit opuscule, Elle et elle, entre chienne et louve. C'est très beau. Où on commence à se parler, en fait. On s'est dit des choses qu'on ne s'était jamais dites, en fait, à travers ce livre. Et ensuite, tu es passé au roman, qui est un roman assez particulier, qui t'a mérité le prix Ivoire du Sénégal, qui s'appelle Le Convoi. De Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, pardon, oui. Excuse-moi. Alors, il s'agit tu dis que tu mets en scène dans ce roman tout un microcosme de l'humanité. Et en fait, ce sont des personnages que tu dis avoir rencontrés dans ton travail de journaliste. Et ces personnages-là, tu les embarques dans une aventure extraordinaire. Et on y rencontre, par exemple, Philibert le facteur, Félicité
qui a une boutique, un bazar, quelqu'un qui est un blanc gâché, un Amérindien et même un certain poète qui roule en Porsche. Et tous ces gens-là, tu les embarques dans une aventure extraordinaire qui est le convoi, qui est une sorte de traversée de l'Amazonie et en même temps, celui qui est leur guide dit, je ne sais pas trop, moi, je ne sais pas trop où je vais. Alors, peux-tu nous donner le sujet de ce roman? Qu'est-ce que tu as voulu faire avec ce roman-là? De quel convoi il s'agit? Je pense que c'est en fait une allégorie de la vie. En fait, c'est un convoi. D'abord, c'est un convoi féminin. Donc, je me suis rendu compte que sans m'en apercevoir, j'écrivais beaucoup sur la force et la vitalité des femmes qui viennent du monde entier, qui sont convoquées par mail, enfin par numérique à ce voyage et à ce convoi, à cette caravane qui doit traverser l'Amazonie, et il arrive des aventures. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Personne ne sait ce qu'il y a dans ce convoi. Il y a dans le convoi, il y a un espace fermé, clos, dans lequel on sait qu'il y a un secret. Il y a beaucoup de secrets et de mystères autour de ça. Il y a des attaques dans la jungle. Enfin, il y a un peu de tout. Et je me suis rendu compte quand j'ai terminé le bouquin qu'en fait, c'est une allégorie de la vie. Il y a des choses qui m'ont percuté tout au long de mon parcours journalistique, et ça a donné ça. C'est vraiment une inspiration totalement libre et débridée que je n'ai pas contrôlée. C'est un livre qui a été fait sans un plan de départ. Je savais que le convoi partait, d'où il partait, d'un village qui s'appelle Bois peut-être, qui n'existe Oui. pas, hein, mais qui est dans mon imaginaire. Et je savais qu'il partait de là, je savais qu'il traversait, et je savais où il arrivait. Mais je ne savais pas encore, et je n'avais pas construit tout ce qui s'y passerait. J'ai arraché de ma mémoire à la fois des bouts de souvenirs de gens, de personnalités, de personnages, d'intentions, d'anecdotes. Et rien de ce que j'ai écrit n'est faux. Et en même temps, rien n'est vrai. C'est-à-dire que c'est la façon dont les choses se sont conduites qui est complètement sort de mon imaginaire. Mais j'ai tout emprunté au réel, en fait. J'ai tout emprunté au réel. C'est une galerie de personnages absolument fabuleuse, en fait. Puis il y a aussi la nature qui est un grand personnage dans ce livre-là. À un moment donné, tu écris, c'est ainsi que les voix se turent pour écouter la beauté. Enfin, il y a des phrases comme ça qui nous font rêver, en fait. Et voilà, je pense que c'est un très grand livre. Et maintenant, tu en as fait un autre qui s'appelle Une semaine et un jour, qui est un autre roman. Et là, cette fois, tu joues sur deux temporalités. Alors, il y a deux personnages principaux, deux femmes, deux personnages principales, il faudrait dire des personnages principales, même si le personnage est masculin, alors on l'invente. Et ces femmes-là partent des Caraïbes pour aller à Paris, et ce sont deux temporalités. Oui, il y a deux temporalités qui sont représentées, celle de la Révolution française, 1788-89, et une temporalité contemporaine. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux personnages, nous les présenter brièvement? Alors, il y a un personnage qui se retrouve, on est juste après les attentats du Bataclan, juste après l'attentat du Bataclan, et il y a une femme comme ça qui erre dans les rues, on sent qu'elle est de Paris, et qui s'arrête dans des hôtels, qui a un fonctionnement totalement erratique et un peu agaçant, parce qu'on a l'impression qu'elle subit des choses, mais qu'en même temps, elle est, bon, il faut qu'elle avance, elle marche, elle rencontre des gens, elle fait des rencontres et tout, mais la seule chose qui a l'air de la tenir et le rendez-vous qu'elle a avec elle-même, c'est un petit cahier, qui est un cahier qu'elle a retrouvé dans des malles, et qui est le journal d'une ancêtre. Cet ancêtre qui est parti de Martinique un jour sur un bateau, c'était juste pendant la période de l'esclavage, direction Le Havre et Paris en 1788, donc l'année qui précède la Révolution française, parce que j'avais envie de... C'est important pour moi, les lieux. L'Amazonie, c'était important. Paris, c'est important. Enfin, ce Paris complètement fou,
dingue d'après les attentats et ce Paris d'avant la Révolution. Et cette femme qui arrive et raconte son histoire de découverte de ce Paris-là, parce que les raisons de son voyage, et la voyage c'est très important avec son père et Sada. Sada, c'est sa nounou qui part de Martinique esclave, mais quand elle arrive en France, ne l'est plus puisque l'esclavage n'existait pas sur le territoire français. Et cette nana, la raison de son voyage, c'est que en fait, on la sort de ce pays parce que elle devenait le soleil, elle avait une maladie de la peau qui n'en était pas une, simplement elle devenait très noire au soleil, simplement parce qu'elle avait dû y avoir des choses qui s'étaient passées sur la plantation qui disaient qu'elle avait effectivement du sang africain et que toute sa famille, qui était la famille descendante de colons, qui préserve la race, la pureté de la race et tout, voulait la protéger d'elle-même et ne pas la sortir du soleil. En fait, en gros, c'était ça. Bon, c'est ça le prétexte, parce que c'est vrai, ça aussi c'est du réel. Hein. Ça n'a pas existé comme ça, mais ça fait partie des schémas qui ont fondé la relation des Caribéens au monde. Hein. C'est comme ça. Et donc, elle arrive et c'est ce journal qu'elle découvre chaque fois et dont on découvre le personnage qui vit. Et ça se termine sur 2 secrets libérés, en fait, à la fin du livre. Il y a l'errance de cette femme au présent, et puis il y a l'errance de son ancêtre dans les années 88, où effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais une révolution, c'est pas juste un jour. C'est toute une préparation, c'est tout un ressenti, Oui. c'est toute une ville qui se réveille, c'est tout un pays qui se réveille. Voilà. D'ailleurs, tu fais un très beau portrait d'Olympe de Gouges, qui est une figure importante de la Révolution française. Et c'est très intéressant, mais je voudrais que tu nous parles en terminant, puisqu'on a déjà fait les questions-réponses. Mais toi, je voudrais que tu nous parles d'une sorte de ton dernier livre qui représente aussi une forme d'utopie. Palais Poutan, tout ce qui fait que nous sommes nous. C'est un projet que tu as conçu et qui n'a pas pu être réalisé. Et parle-nous de ce projet qui était une forme de réconciliation, une tournée de rencontres entre les différents. Disons qu'avant la réconciliation, Palais Poutan, ça veut dire parle pour entendre. C'est du créole, ça veut dire parler. Et dans ce livre, je raconte l'expérience que j'ai vécue parce que j'ai voulu monter effectivement une caravane qui se baladait à travers toute la Martinique, dans chacune des communes. Enfin, je ne raconte même pas le travail de préparation que c'était, avec des spécialistes et scientifiques, sociologues, historiennes, spécialistes de la parole qui tourne, pour qu'il y ait une rencontre entre descendants de colons et descendants d'esclaves. C'est-à-dire ce qui fait le tissu réel de la Martinique. C'est-à-dire qu'on ne se parle pas des vraies choses. On ne s'est jamais parlé de toute cette période qui est une période cruciale entre nous. Qu'est-ce que chacun a à reprocher à l'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? À quel moment on a... Parce que finalement, ça s'est passé dans tous les pays, au Rwanda, en Bosnie. Enfin, il y a un moment où les gens, en Afrique du Sud, il y a un moment où les gens se mettent face à face et puis se parlent. Et puis disent, voilà, tu as fait ça. Et moi, voilà ce que j'ai ressenti. Voilà. On n'a jamais fait ça. On vit côte à côte, dos à dos. On se pratique sans se comprendre, sans se prendre, sans s'affronter. On s'affronte sur des questions qui sont des questions lambda, je dirais, à la superficie des choses, c'est-à-dire le social, les grèves, parce qu'il y a effectivement une strate sociale de la Martinique sur laquelle je vais pas revenir parce que c'est trop compliqué, mais il y a effectivement beaucoup de ressentis, d'injustice, voilà, on est dans quelque chose qui fait que soit on se construit comme pays, parce que nous sommes pays, soit on arrive à se construire comme pays, et ça veut dire qu'on commence par se parler, mais on ne peut pas, depuis 1848, s'être enfermé dans ce silence mutique où on se tourne le dos et où on attend chacun en embuscade derrière une porte. Donc l'idée, c'était de pouvoir se parler et que ça se passe dans l'endroit qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire dans les mairies, avec toute la population qui raconte sa propre expérience, son propre... Et le tout relevé par une universitaire qui allait nous permettre de remettre à l'université
les attendus de toutes ces rencontres. Donc, une sorte de livre, pas blanc, c'est le livre marron, comme les nègres marrons, ceux qui ont fui la plantation. Le livre marron qui nous permettrait de mieux analyser les sociétés post-esclavagistes et telles qu'elles sont aujourd'hui dans ces petites parties du monde. Bon, ça n'a pas pu se faire parce que les extrémistes se sont positionnés dans les endroits où ça devait avoir lieu, menacés de mort, menacés de toutes sortes de choses. Et donc, les mairies ont fait marche arrière. Et moi, je leur ai dit, je ne vous mets pas dans la situation où vous pouvez perturber le pays. Et là, nous nous sommes retrouvés dans ce que j'appelle la zone d'ombre de ce que nous sommes. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas utiliser les outils de la République pour... 15 personnes peuvent arrêter le fonctionnement simplement parce que moi, jamais je n'appellerai les gendarmes pour libérer la parole au bout de leur matraque. Ouais, donc, mais on est dans un empêchement. S'il n'y a pas d'engagement citoyen, et c'est ça, en fait, l'utopie, c'est l'engagement citoyen. Oui, mais c'est une utopie réalisable. Tu n'as pas renoncé vraiment parce que tu te dis toi-même, tu dis je suis la passeuse qui ne sait pas s'il y a encore quelque chose à passer, mais qui tente. Alors, quels sont tes autres projets comme passeuse? Est-ce que tu... D'abord, je n'ai pas lâché celui-là. Ça veut dire que ce livre, il me sert de clé pour refaire exactement le même parcours et pour ouvrir la discussion. Alors, qui veut vient et ce sera, en tout cas, ça existe. Je raconte et je parle de la Martinique, de ce que nous sommes et de ce que nous avons peut-être envie d'être. Et je pose la question de qui est martiniquais. Alors, ça a l'air de rien parce qu'on est une petite miette dans le grand océan. Enfin, c'est une petite île, mais il n'y a pas de petits endroits. Il n'y a que des petites pensées. À partir de ce petit endroit peut jaillir une pensée qui concerne le monde entier. Et jaillit une pensée qui concerne le monde entier. C'est ça, disons, l'expression de cette utopie. Donc, une utopie ne peut être que quand on croit en sa réalisation. Sinon, c'est un rêve. Puis on le laisse là-haut et puis on a besoin d'avoir des rêves. Et puis qu'il reste des rêves. L'utopie, c'est une impossibilité à dépasser. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça, Palais-Poutante, c'est ça. Alors, bon, il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. C'est creuser le sillon de la femme depuis la nuit des temps et le retrouver. Là, on a fait un projet justement avec Fauzia là-dessus où on sort du tableau de Marie-Madeleine et la Vierge, qui ont quand même ensemencé toutes les religions monothéistes et qui sont, pour le veuille ou non, fondatrices de la pensée de l'expression féminine. Ce sont des femmes, quand on regarde les écrits, qui se sont tues. Ça n'existe pas une femme qui ne parle pas. Eh ben, celles-là, on ne les a jamais entendues. Alors, nous, on s'est permis de leur donner la parole. Et ça décoiffe un peu, on va avoir des fatwas, mais ce n'est pas grave. Et donc, je pense que ces petits combats-là, je crois en la trace, en fait. Je ne crois pas en la bétonisation, par exemple, de la fameuse autoroute qu'on a faite dans l'Amazonie pour traverser plus vite et puis qui finalement a été rattrapée par la nature. Il y a des arbres qui sont sortis de ce béton et qui ont craqué la route. Et puis la route, elle est impraticable et ressemble encore à un chantier. Je crois plutôt à la trace, à celle qu'on emprunte tous les jours pour aller faire des choses utiles et essentielles, comme par exemple, à l'époque, chercher de l'eau. Cette trace-là, elle n'a jamais disparu parce que c'était la trace des pas d'un essentiel. Moi, je crois à la trace des pas de l'essentiel. Et c'est ça que nous devons faire. Voilà, c'est ça mon utopie. Eh bien, merci beaucoup. Mais un dernier mot, peut-être, quel est ton mot préféré dans la langue française? Mon mot préféré dans la langue française? Je ne sais pas, je crois que dans toutes les langues, c'est l'amour. D'accord. Ben, merci beaucoup. Je pense que nous avons terminé, n'est-ce pas, Selma? Oui, je pense qu'on a fait l'inverse. On a fait les questions au milieu et on a continué la rencontre. Donc, merci énormément pour cette rencontre passionnante. Merci Lise, merci Marie-Josée. Merci à vous. Et au plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci Lise. Je vous embrasse. Merci. L'amour. Alors, je vais vous dire, en créole, on dit l'amour. Voilà. Alors, je vous donne un chai l'amour.